Chers amis de la librairie Grande, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du lundi, ces vidéos que nous vous proposons avec des autrices et des auteurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une véritable amie, c'est Juliette Mouquet. Bonjour Juliette. Juliette, qui est originaire de Lille, s'est installée dans la région depuis de nombreuses années. Et ça fait quelque temps qu'on se connaît, qu'on se fréquente, qu'on est des amis des mots, des amis de la poésie. Et depuis plusieurs années, on découvre tes œuvres, Mais Juliette est une personne qui a une formation et un boulot un peu technique, scientifique. Oui. Et à côté de ça, c'est une poétesse, c'est une éponge de sentiments, d'émotions, et qu'on va découvrir. Mais c'est aussi une aventurière. Il y a quelque temps, 2014, 2014, c'est ça. elle a tout abandonné, vendu son appartement pour faire un quasi-tour du monde. C'est ça. Et à ce retour, elle nous a proposé ce livre, La poésie vagabonde, que je vous montre à la caméra, qu'on a déjà découvert, mais qu'on continue à redécouvrir en permanence. Et donc j'aimerais reparler et évoquer cette démarche qui est quand même extraordinaire. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai que c'était en 2014 où j'ai décidé de tout quitter. Alors, dans ce tout, il y a effectivement l'appartement que j'avais à Médor. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, Oui. parce que j'habitais Médor. Mon métier d'ingénieur en santé environnementale, ma sécurité affective et puis un certain confort. Et j'avais envie de partir à la découverte d'autres cultures que la mienne pour interroger un peu mes déterminants et puis avec ce goût effectivement de l'aventure et de la rencontre de l'autre avec un grand A et de mêler tout ça à une certaine audace aussi avec un grand A à l'artistique. Donc j'ai monté ce projet qui s'appelle La poésie vagabonde et qui a donné le titre au livre et qui consistait à animer des ateliers d'écriture avec différentes personnes que j'ai rencontrées dans des associations humanitaires, dans des instituts français, dans des centres culturels et de partager aussi la scène poétique et musicale avec des artistes de Alors différents effectivement, pays. on va évoquer différents pays, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, l'Amérique du Sud, mais la motivation et le départ, il y a quand même une phrase que j'ai relevée, qui est d'une force extraordinaire. Je ne plierai plus jamais à ne pas être moi-même pour plaire aux autres. Le courage était de mise. Voilà. Et quel programme! En fait, poétesse, c'est mon métier de cœur et c'est l'aveu de ma sensibilité au monde. Parce que depuis que je suis petite, je sais que mon premier poème m'est venu à l'âge de 9 ans quand j'étais dans la nature. Donc au contact d'une exploration des sens, puisque la nature c'est ce qu'elle nous fait découvrir, nos propres sens. Et je me sentais souvent en décalage par rapport à ce monde d'hyperconsommation, de compétition. Et du coup, j'ai toujours développé ça, la poésie, l'art, l'expression de sa sensibilité. La chanson aussi. Voilà, la chanson. Et en fait, j'ai un rapport à l'art qui est très intuitif, qui n'est pas appris. Et donc, c'est ma zone de liberté et j'avais envie d'affirmer ça et de dire au monde, je suis poétesse et je pars et je rencontre les autres en affirmant cette... Et je te cite, le poème convoque en un instant l'éternité, son œil ne se refermera jamais. Et donc, ce grand voyage, il s'est quand même un peu organisé, tu as été accueilli dans les alliances françaises, dans différents pays. En deux mots, comment ça s'est passé? Alors en fait, j'ai préparé le départ pendant 1 an. Donc je ne suis pas partie juste un matin avec mes cahiers ou ma guitare. Non, j'ai préparé le périple. Et la volonté que j'avais, c'était d'aller sur certains continents. Donc j'ai créé un site internet où j'ai parlé du projet
J'ai distribué une plaquette que j'avais créée à l'époque à mon réseau d'artistes, de libraires, enfin tous les contacts que j'avais ici, et en France, hein, parce que j'avais déjà vraiment en France, et j'ai envoyé tout ça autour de moi. Et il y a des choses, des contacts qui sont venus à moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont contacté pour que je vienne intervenir chez eux. Donc il y a eu par exemple le Togo où un professeur de philosophie avait vu mon projet sur internet et qui m'a contacté pour que je vienne travailler dans un orphelinat qu'il avait monté avec une Française. Voilà, et puis des démarches de ma part, où j'ai contacté des agences françaises, où j'ai contacté des associations, où ils m'ont répondu positivement. Et puis après, la rencontre a amené d'autres rencontres, et en fait le voyage s'est fait par épisode, et je ne savais pas tout à l'avance. C'était le but aussi, c'était de se laisser aller à l'inconnu, et il y avait une certaine préparation, et une certaine aussi ouverture vers l'accueil de ce qui allait arriver. Oui, donc tu as accueilli par les gens sur place, tu as découvert aussi d'autres cultures, ça c'était évident, mais aussi d'autres approches spirituelles, Oui. un peu le chamanisme aussi que tu as découvert lors de ce voyage, et puis toute une série de poésies différentes, d'appréhension poétique de la vie, de la nature, de l'environnement différents. Donc c'est surtout ces rencontres. Et donc, au retour, on découvre cet ouvrage qui est intitulé Carnet de route, mais qu'est-ce que c'est? C'est un carnet de voyage, c'est un album de poésie, c'est un album photo, c'est un peu tout ça à la fois. Oui, c'est un mélange. En fait, j'ai eu la chance quand je suis rentrée, parce que je rentrais de temps en temps en Europe, hein, j'ai fait aussi des pays d'Europe dans mon périple, d'avoir été contactée par Albert Stricker, qui est poète Oui. sur la région, et qui avait monté sa maison d'édition, et qui m'a demandé si j'allais faire quelque chose avec tous ces voyages, avec toute cette matière. Et j'avais l'intention de créer un livre, et je lui ai dit j'aimerais bien faire un livre. Il m'a dit écoute, prépare quelque chose et fais-le selon ton feeling, et envoie-moi ce que tu as envie de faire passer pour résumer, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment le mot, mais pour parler, rendre compte en fait de ce voyage au public. Et donc moi, c'est sur la route que je suis devenue entre guillemets photographe, parce qu'encore une fois, j'ai pas fait de formation de photographe. C'est l'instant, l'intuition qui m'a porté vers des photographies que j'ai montrées à un ami photographe. Et il m'a dit t'as vraiment l'œil poétique et l'instinct du photographe, donc tu devrais les mettre dans ton livre. Et donc c'est apparu naturellement. Et j'ai associé à la photo un petit haïku, un petit poème. Voilà. Alors là, on a par exemple le Salzbourg, la poésie, un instant, dans l'instinct. Oui. Et on a, je montre à la caméra, la photo de Juliette et des personnes bien réelles, oui, à côté d'une fresque qui ont la même position. C'est vraiment tout le piquant ou l'instant. Voilà, ça c'est un instant, je passe à côté de ce couple et je vois cet homme, c'est un homme qui a les jambes croisées comme sur la peinture, et je me dis waouh. Et donc je sors mon appareil photo et je claque. Et ça a été que ça, c'est des instants de vie dans le livre, c'est parfois des paysages. Et puis le reste, c'est vraiment, je raconte ce qui m'est arrivé dans les pays dans lesquels j'ai travaillé, et je vais en profondeur interroger ce que ça a fait, ce que ça a induit en moi. C'est-à-dire qu'il y a une part assez spirituelle, assez psychologique aussi. Oui, la spiritualité est très présente auprès des gens qui t'accueillent, et aussi dans les expériences que tu vas vivre. Voilà, c'est en Amazonie. Le chaman navigue dans le rêve éveillé, à la proue du grand tout. Il caresse les naufrages pour restituer l'intégrité de l'âme, puis il déploie son repos dans le cocon du monde. Alors là, on est au Pérou, en forêt amazonienne, côté péruvien, et là, c'est un chaman. Et effectivement, j'ai travaillé avec un chaman qui a ouvert une école d'art en Amazonie, et ça, c'est par une suite de rencontres que j'ai été amenée à lui. Et en fait, c'est cette femme qui était présidente de l'association au Togo qui travaille avec les profs de philo, en discutant avec moi, en discutant avec ce qui m'était arrivé sur la route, et puis une épreuve que j'ai dû affronter très tôt au cours de mon voyage, c'est le décès de ma maman, que j'avais pressenti, que j'ai vu en rêve. Et
en parlant avec elle, elle me dit mais tu as une sensibilité, tu es un peu chamane. Moi j'ignorais vraiment ce que c'était, j'étais assez novice là-dessus, je ne savais pas trop. J'ai dit bah, écoute, qu'est-ce que tu entends par là? Elle m'a dit bah voilà, tu es très connectée à la nature, tu as des visions, enfin, moi je connais un peu cette spiritualité, tu devrais t'y intéresser. Et sur la route, c'est venu à moi, j'ai rencontré un auteur qui est chaman qui s'appelle Laurent Huguelite, qui m'a initié au chamanisme tambour. Et puis après j'ai rencontré cette association qui s'occupait de l'école d'art en Amazonie et à qui j'ai parlé de mon projet. Ils m'ont dit ça correspond à ce qu'on recherche, des intervenants artistiques dans la forêt pour transmettre aux enfants toute le côté ancestral, le côté vraiment représentation de la forêt à travers les esprits. Donc ils peignent les esprits des plantes, parce que chaque plante a un esprit pour eux, une culture ancestrale, dans la forêt. Donc ils peignaient ces tableaux et ils venaient le soir dans l'école d'art, comme les enfants ici peuvent aller au théâtre, faire des cours. Tandis qu'eux, ils se connectaient vraiment à leur ressenti au contact de la forêt à travers la peinture, le poème ou le théâtre. Et moi, je suis intervenue pour leur faire écrire des poèmes. Et dans toutes ces rencontres, je t'ai déjà posé la question, mais tu as toujours eu un accueil extraordinaire. Rarement, enfin tu ne m'as jamais parlé d'opposition ou de porte qui se soit fermée. Ou... Non, parce que en fait, moi j'étais moi-même, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, je suis un peu une éponge, c'est-à-dire que je suis très ouverte d'esprit. Et a priori, j'ai pas trop de préjugés, et même s'il y a quelque chose dans la culture de l'autre qui peut, ça peut arriver d'être choqué ou d'être dérangé, je vais pas m'opposer, je vais essayer de comprendre, je vais pas avoir un visage qui se ferme, je vais accepter les expériences. Et après, moi, discuter avec moi-même sur ce que je trouve bien et moins bien dans une culture, parce que je pense que dans chaque culture, il y a des choses extraordinaires comme des choses qui sont moins bien. Et voilà, et ça permet d'interroger ses propres déterminants, et ça permet de creuser. Et j'ai rarement eu, non, j'ai pas eu de problème sur la route. J'ai toujours eu, en fait, je vivais toujours dans une famille du pays qui était en lien avec une association ou avec des artistes, donc c'est quand même des gens qui globalement. Mais même, enfin, moi je peux en témoigner. Ici, on a vécu des moments assez forts. Je me rappelle un jour, tu étais en dédicace, quelqu'un est venu avec une espèce de tambour, là, tu te souviens, comment ça s'appelle un truc c'est le hang. Le hang, voilà. Et tout d'un coup, il s'est créé un espace-temps particulier. Cette personne, tu ne la connaissais pas, lui non plus. Et vous vous êtes retrouvés sur la poésie et sur cette musique. C'était un moment, vraiment. En fait, c'était un artiste qui jouait au pied de la cathédrale à C'est ça. Et moi, à l'époque, j'avais emmené mon amie que j'ai rencontrée en Argentine, Christina, pour m'accompagner à la dédicace. Et on s'est arrêté, on lui a parlé, on lui a dit qu'on partait à la librairie et il est venu après. C'était un moment hors du temps. Magique. Magique. Ouais. C'est ça la poésie, c'est ça. Et puis, au-delà des mers, tu as aussi trouvé l'amour. Oui. Ça c'est pareil, c'était pas programmé, hein. En plus c'était un des derniers voyages que j'ai réalisé, c'était le Sénégal. Et j'ai travaillé avec des enfants des rues là-bas et j'ai rencontré l'amour et mon mari. Parce que et qui aujourd'hui qui est là, qui se cache. Ouais. Et la poésie mène un peu à beaucoup de choses. La poésie alliée à la photo, on en découvrira plein dans ce livre. J'ai envie de tout montrer, mais c'est pas possible. C'est un livre magnifique, c'est un livre que tout le monde devrait avoir entre les mains. La poésie, c'est aussi pour toi une thérapie. Alors je dis aux spectateurs, aux gens qui nous regardent, qu'on peut retrouver la poésie-thérapie sur ton site ou à travers le site de la Lépa. Alors la poésie, c'est le cœur de ton esprit, de ta vie. Déjà plusieurs recueils, hein, je citerai 3-4 titres, En marchant, Amour, lire attentivement la notice, Fracas identitaire, Fragment d'une poésie urgente, etc. Et aujourd'hui, un petit livre qui s'appelle Je connais une étoile qui a soif, donc qui est là, qui est un recueil de poésie, mais c'est des poésies très courtes, c'est des haïkus, je dirais, c'est des poésies très ciselées. Alors déjà, le titre est assez énigmatique.
tu nous expliqueras peut-être tout à l'heure qui est cette étoile. Mais avant ça, j'ai ouvert le livre, je suis tombé sur une préface. Et cette préface, elle m'a interpellé. Création collective lors d'un atelier d'écriture animé par la poétesse au lycée Jean Monnet de Strasbourg. Alors effectivement, je t'ai proposé d'intervenir 2 fois à Jean Monnet. Et là, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Oui, voilà, il y a quelques années, j'ai fait des ateliers d'écriture avec les lycéens. Voilà. Ils étaient lycéens à Vibac. Oui, oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai que les ateliers d'écriture, j'en ai animé sur la route, mais j'en anime beaucoup ici en Alsace. Et en fait, quand j'étais en Poésie Vagabonde, j'avais des temps où je revenais en Alsace pour faire des dédicaces, pour revoir les amis artistes ici, pour rendre compte de ce qui m'était arrivé. Et j'animais des ateliers d'écriture ici où je leur parlais de mon voyage. Et ça nourrissait en fait leur intérêt pour le projet. Donc c'était un projet sans fin en fait. Donc ce sont des textes que tu as écrits après coup, après avoir eu ces échanges. Alors en fait, il y a donc la préface, il y a une petite phrase qui est la poésie. Donc c'est sorti collectivement est un atome visible. Est un atome visible. J'ai trouvé ça génial. Et donc je l'ai recopié sur mon cahier. Je me suis dit il faudra que je la mette dans la préface d'un livre, et ça allait bien avec ce livre qui est effectivement un recueil de poésie volontairement épuré, qui se rapproche de la poésie zen un petit peu, du haïku et de la poésie japonaise. Alors j'avais envie de te demander qui est l'étoile, mais j'ai pas envie. En y réfléchissant, je dis non, c'est à chacun de trouver la réponse. Oui. Alors je disais à Juliette tout à l'heure, c'est comme une boîte de chocolat. On peut en prendre au hasard, ils sont tous différents et tous succulents à découvrir. Et je voulais en lire plusieurs, j'en ai retenu 4, parce que sur ces 4, je voulais chaque fois t'interroger sur un des mots contenus dans ce texte. On commence par celui-ci. Sur le sentier qui mène à ton temple cardiaque, une flaque. L'étoile y voit Jésus descendre de la croix pour redevenir arbre parmi ses semblables. Jésus. C'est la première fois que je vois Jésus dans le... Oui, c'est la première fois, oui. Mais c'est pas la première fois que je parle de spiritualité. Bien sûr. Alors, donc le terme Jésus, tu veux que je t'explique pourquoi? Oui. Ouais. Alors, en tant que prophète, et parce que forcément, par rapport à mon histoire, moi je viens d'une famille catholique. Et alors, ça fait partie de ces figures qui m'ont inspirée. Alors moi je dis toujours, par exemple si on me demande si j'ai une religion, je dis je suis spirituelle, mais je ne suis pas affiliée à une religion en particulier, parce que j'ai été tremper un petit peu mon esprit dans différentes religions, et justement pour essayer de comprendre. Je ne suis pas théologienne, mais j'ai essayé de comprendre, et voilà, je trouve qu'il y a plein de choses qui se recoupent. Et alors, Jésus c'est une figure emblématique comme ça de l'amour. Ça représente cette figure-là. Mais par contre, il y a quelque chose qui le dépasse, c'est qui dépasse toutes les figures et tous les prophètes pour moi, c'est la nature. C'est-à-dire que pour moi, la seule religion, entre guillemets, vraiment la plus importante, c'est la nature et l'arbre. Et donc, dans ce poème... Donc tu transcendes l'image de la croix en bois à l'arbre. Et donc Jésus va parmi ses semblables parce qu'il va vers l'arbre. Et pour moi, l'arbre est le frère suprême et celui qui nous a protégés. On était dans la communauté de la bande des semblables, nous, êtres humains. Et qui est l'avenir de l'humanité. Ah oui, mais j'avais pas vu ça comme ça. Voilà. Un autre. L'étoile se penche et dit « N'oublie pas la force de l'autodérision. » Autodérision. Oui. Ah oui, il faut en avoir. Pour moi, c'est une des plus hautes marches de la sagesse, c'est l'autodérision. C'est la capacité de rire de soi, c'est hyper important, parce que si tu te prends trop au sérieux, t'es foutu. Un autre.
L'étoile se penche et dit: la culpabilité empêche leur conscience de s'étendre au-delà des drapeaux. Culpabilité et drapeau. J'ai associé ces deux mots. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir là-dedans. Alors après, je ne veux pas tout expliquer parce que je pense que dans la poésie, il y a ces images que chacun, en fonction de son histoire et de sa sensibilité, peut voir. Mais oui, les drapeaux, les nations, les lieux d'opposition, et donc forcément les lieux de guerre, et forcément ce qui en découle au niveau historique, la culpabilité humaine. C'est très fort. Un nuage. Oh, la pudeur de l'étoile. Pudeur. Je pense que dans ce recueil que j'ai construit, donc en fait c'était une forme de dialogue avec donc, on retrouve ce côté spirituel dans ma poésie avec une entité qui... Parce que pour moi, la poésie c'est quelque chose qui est plus grand que moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a toujours... qui fait que je déborde. Mais c'est quelque chose qui vient de très loin. Je dis toujours c'est un accès à un univers beaucoup plus grand que l'univers cartésien. Et donc là, l'étoile, qui est l'origine de l'humanité, parce que s'il n'y avait pas eu des plumes météorites, ce serait la scientifique qui parle, avec toutes ces matières essentielles qui ont formé les atomes, les molécules, les acides aminés, on ne serait pas là. Et c'est ça qui est formidable dans l'étude du cosmos, de l'univers, c'est de se dire qu'en fait, cette probabilité d'être ici sur Terre et d'avoir des conditions qu'on puisse être en vie, vient de pluie de météorites et vient de la matière minérale du cosmos. La poésie issue du Big Bang. Voilà, c'est ça. Et l'étoile, je la vois comme une entité un peu maternelle. Il y a un côté féminin quand même, parce que je pense que c'est ce qui manque d'ailleurs dans la spiritualité, dans le monde actuel, c'est la voix de la femme, la voix de la nature, la voix de la forêt. Enfin, voilà, toutes ces voix très fortes qui enveloppent, qui protègent, qui donnent la vie. Et je pense que ça va prendre de l'ampleur dans les décennies à venir. Moi, je le pense. Et cette étoile, c'est un peu cette mère sage qui nous a enfantés et qui nous parle et qui nous demande d'aller creuser en nous par des petites touches, sans forcer, sans dire tu dois faire ça, tu dois penser comme ça, non, qui donner à réfléchir. Pour finir, quelque chose d'un peu plus violent. Le soleil est un boxeur qui se couche le nez en sang dans l'océan. Très bien. Alors Juliette Mouquet, philosophe du quotidien, épicurienne de la vie et du bonheur, simplement peut-être une. Voilà. C'est tout ce qu'on peut. Merci Juliette. Merci Le à temps toi, est écoulé. Dominique, pour cette invitation. Et nous donnons rendez-vous aux personnes qui sont de l'autre côté de la caméra pour une séance de dédicace le samedi 11 décembre. Oui. Et vous retrouvez toutes les informations sur le site. Merci beaucoup, merci Juliette, au revoir. Merci. À bientôt pour un prochain rendez-vous du lundi.